Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Ce qui est improbable peut devenir réalité. Aujourd'hui, vous allez entendre et écouter Stéphane et Maya qui ont créé leur duo Instrumentum il y a 1 an. Ils jouent dans la mine de Cap-Garonne, lieu de rencontre et d'échange, de découverte du paysage minier varois, où vous pourrez admirer les talents d'une jeune créatrice inspirée qui façonne devant vous des bijoux en pierre véritable. Stéphane et Maya vous font découvrir leur passion musicale qui touche les cœurs et les âmes. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi je m'appelle Maya, je vis dans le Var, à Hyères plus précisément, et j'ai 52 ans. Bonjour Stéphane, 53 ans, j'habite à Cabas. Et avec Maya, nous avons créé ce duo, le duo Instrumentum. Qu'est-ce qui vous a amené à créer à vous intéresser à ces instruments? Alors c'est une longue histoire pour ma part, un peu particulière. Je pense que c'est un phénomène conjugué entre un contexte familial favorable, avec mon grand-père qui jouait de l'harmonica, mon père qui aimait beaucoup les instruments, il en a acheté, il en a accumulé un peu à la maison sans forcément en jouer, et il aimait beaucoup la musique médiévale. De la musique classique aussi. Par ailleurs, j'ai suivi des études d'histoire de l'art, donc forcément dans ce cadre-là, j'ai été amenée à découvrir des instruments traditionnels, et j'ai effectué un voyage aux États-Unis qui m'a amenée à partager avec beaucoup d'étrangers, dont certains avaient aussi leurs propres instruments. Donc une petite ouverture sur le monde. Quant à moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait partie d'une troupe de musique médiévale qui s'appelait la Mnestrandi, qui avait été créée par Yves Esquieux, qui était professeur d'histoire de l'art, que Maya a eu également en professeur. Alors, c'est comme ça que j'ai pu m'initier à divers instruments anciens. Et après, des années après avoir arrêté, ça m'a repris. J'ai dit, tiens, pourquoi pas m'y remettre? Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches et que je me suis procuré ces instruments. Et vous les avez découverts comment? Alors pour ma part, les instruments avec lesquels je joue en ce moment proviennent de mon père Ok. Vous directement. pouvez les nommer, Alors s'il il y vous a plaît? le dulcimer qui est un instrument à cordes qui se pose sur les genoux, qui se joue un peu, c'est un hybride entre une guitare, un piano, on va dire. Et il a eu beaucoup de succès dans les monts Appalaches aux États-Unis, et il sert à jouer justement de la musique folklorique. L'autre, c'est un psalterion. Psalterion, c'est un instrument triangulaire avec des cordes et qui a un son qui évoque un peu le violon, mais il était autrefois, il servait à accompagner les psaumes, d'où le nom psalterion. Celui que j'utilise, c'est un psalterion à archet, donc c'est une évolution en fait du psalterion original. Je joue aussi de l'harmonica, et l'harmonica, ça vient de mon grand-père. Et le quatrième, mais ça c'est le tout petit dernier, c'est du bodhran. Alors je prononce à la française, hein, désolée pour les Irlandais. Donc c'est un instrument à percussion, une sorte de tambour qui sert à rythmer la mesure. Alors, quant à moi, je joue de la harpe celtique, de la shruti box. La shruti box, c'est une aide au chant, c'est de la musique indienne. Donc, c'est un son continu, un petit peu comme les bourdons de la cornemuse.
D'ailleurs, j'en joue de la cornemuse, mais pas aujourd'hui parce que dans la mine, ça va être terrible. Une cornemuse, c'est 90 décibels. Autre instrument que je joue, mais qui n'est pas là, c'est de l'orgue. C'est d'ailleurs l'instrument que j'ai appris, le seul instrument que j'ai appris en école. Je suis organiste à l'origine, donc ça, c'est quand on joue dans les églises. Je joue du psalterion, du dulcimer également. Il y a de la flûte à bec. Il y a la foujara, qui est une flûte slovaque du Moyen-Âge, une grande flûte à 3 trous. De la guitare. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? La vielle. Ah, la vielle à roue, merci. Comme je tourne le dos aux instruments, je ne les vois pas. La vielle à roue. Et donc, ce sont des instruments que j'ai plus ou moins vus quand je jouais la musique médiévale. Et aussi, quand tout ça m'a pris un petit peu comme ça, un matin en me levant, envie de Et jouer. émotionnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à jouer de ces instruments? Est-ce que c'est une mémoire que vous avez? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que vous sentez des vibrations différentes des autres instruments de musique? Alors, il est évident que chaque instrument dégage un son particulier. En soi, en effet, la volonté d'utiliser tel instrument ou tel autre, ça va être le son qui va m'attirer. Il y a aussi la pratique, parce qu'un instrument, c'est aussi un geste. Et pour produire le son, il faut d'abord faire le geste. Et ce geste, il faut qu'on soit à l'aise avec. Il se trouve que moi, j'aime souffler. Souffler dans les instruments. Donc l'harmonica, tout ce qui est flûte, tout ce qui est instrument à vent me plaît beaucoup. Voilà pour ma part. Spécifiquement ces instruments, c'est lié, comme je disais, c'est une histoire Il y a une familiale. mémoire familiale aussi. Familiale. Moi, j'ai pas de préférence particulière. C'est que j'aime la musique. Depuis que je suis enfant, j'adore écouter la musique, j'adore en jouer. Et pour moi, c'est plutôt que me spécialiser dans un instrument, je préfère être généraliste et être un touche-à-tout. Être un touche-à-tout au sens noble du terme, entre guillemets, ça me permet d'avoir un éventail très large et un horizon beaucoup plus ouvert. Et dans les techniques, vous avez appris tous les deux à jouer. Vous connaissez le solfège. Comment vous découvrez ces instruments? Alors pour ma part, j'ai fait du piano enfant, pas très longtemps, quelques années, mais qui me suffit à avoir les bases du solfège, on va dire. Après, pour les autres instruments, il faut savoir que ça fait peu de temps que j'en joue. Nous avons constitué le duo il y a 1 an seulement, et il y a eu un élément déclencheur qui m'a fait me remettre à la musique. C'est tout simplement de visionner les vidéos que produisait Stéphane lors de ses dimanches musicaux. Et quand je suis tombée sur le psalterion, eh bien forcément, ça fait tilt vu que mon père en avait un. Et c'était la première fois que je voyais quelqu'un jouer du psalterion en dehors du contexte familial. Et donc, c'est ce qui a créé cette accroche et l'envie après de poursuivre. Bien, moi, j'ai commencé par une école d'orgue. J'ai fait de l'orgue électronique dans une école pendant 7 ans. C'est là que j'ai appris la musique, que j'ai appris le solfège. Et tous les autres instruments, c'est en autodidacte. Alors, soit en lisant des partitions, parce que bon, je sais lire les partitions, soit à l'oreille, quand pour certains morceaux dont les partitions n'existent pas, ou du moins ne sont pas accessibles facilement, ce sont des reprises à l'oreille, ce qui est la base de notre duo, c'est que la plupart des morceaux, ce sont des réinterprétations de morceaux connus. Ah ouais, justement, j'allais vous poser la question concernant les morceaux. C'est vous qui les avez créés, vous les avez donc récupérés, je suppose, dans l'histoire ou autre peut-être. Euh, Dites-moi. Alors là, c'est vraiment, comme vient de le dire Stéphane, une totale adaptation. C'est-à-dire qu'on prend un morceau et on se l'approprie. À l'instinct, en fait. Voilà, pour ma part, bon, je sais lire le solfège, la musique, mais je n'ai pas du tout utilisé le solfège pour pratiquer les 4 instruments que j'ai cités. C'est vraiment à l'instinct, à l'oreille, surtout à l'oreille. J'écoute et je réécoute et après j'imite et je me réapproprie. Ben, ce sont des morceaux en fait que nous allons écouter indépendamment. Et puis quand on a un morceau qui va nous parler, on va le proposer à l'autre. On dit bah tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est comme ça qu'on va le travailler. Et certains morceaux sont pas du tout connus, d'autres sont très connus,
mais on le réadapte à notre façon, Du sans remix. Vous êtes des DJ, en fait. presque ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les morceaux, nous les jouons, les gens les reconnaissent, hein, mais on va les jouer avec des instruments qui ne sont pas faits pour ça à l'origine, et forcément, vu que ce ne sont pas les mêmes instruments, il va y avoir des réadaptations. Justement, en parlant d'instruments, tout à l'heure, on échangeait hors interview, ce sont des instruments qui sont d'origine, reconstitués, reproduits? Alors, d'origine, non, puisque pour certains, leurs origines sont très Oui, on anciennes. a parlé Moyen Âge, XIIe Voilà. siècle, donc je peux comprendre que... Donc, bien évidemment, un instrument d'origine, ça serait une pièce de musée, et nous ne sommes pas encore au niveau de jouer sur des pièces de musée, bien qu'on aimerait bien. Là, ce sont plutôt des instruments reconstitués, pour certains, inspirés d'eux, et puis d'autres instruments plus modernes. En fait, l'harmonica, par exemple, pour ma part, bon, c'est un instrument traditionnel, mais qui n'a pas été forcément modifié depuis des générations. Là, les instruments, par exemple le dulcimer, le psalterion, la vielle ou l'harpe celtique sur lesquels je joue, ont été construits il y a pas longtemps. Ils ont que quelques années. Ils sont vraiment tout récents. Et ils sont à nouveau en vente sur des sites d'instruments de musique classiques, hein. On les voit facilement. Et justement, dans la création de votre duo, dans l'appropriation des instruments de musique, avez-vous rencontré des difficultés? Et quelles sont ces difficultés? Alors moi, ma principale difficulté, c'est d'être justement autodidacte, et parfois j'aimerais avoir les conseils d'un professionnel, puisque je ne le suis pas, donc avoir ce recul, mais en même temps, c'est ce qui me permet aussi d'aller en profondeur et de m'approprier l'instrument. Je fais forcément des faux pas, mais on me dit toujours que c'est grâce à ces erreurs qu'on avance, donc c'est un petit peu ma façon de fonctionner. Alors, en difficulté, on va dire que certains morceaux que l'on veut jouer, on se rend compte que les instruments que nous utilisons n'ont pas l'aisance technique suffisante pour pouvoir les jouer. Ou alors, il faudrait qu'on les adapte tellement qu'ils seraient complètement transformés et quasiment méconnaissables, ce qui n'est pas notre but. Donc, il y a des technicités que nous ne pouvons pas avoir et que nous ne pouvons pas approcher avec les types d'instruments, ou tout simplement avec notre niveau, parce que nous ne sommes pas des professionnels, nous faisons ça vraiment en amateur. Et est-ce que vous trouvez facilement des lieux pour vous exprimer, vous épanouir? Est-ce qu'on vient vous chercher ou est-ce que c'est vous qui allez proposer vos instruments, votre savoir? Alors, c'est vraiment une sacrée histoire, notre petit duo, parce qu'au final, ça fait qu'1 an qu'on l'a constitué, et nous en sommes déjà à quoi, notre 5e prestation. Mmh. Super. Ce qui est vraiment dépasse tout à fait ce qu'on avait pu imaginer. On s'est lancé là-dedans, mais vraiment comme une aventure. C'est un petit défi entre copains, on va dire. Et là, c'est le coup d'opportunité. Certaines personnes sont venues nous chercher, d'autres, c'était dans la discussion, une opportunité, et de fil en aiguille, ça avance. Ben là, par exemple, nous avons encore, après cet après-midi, nous avons encore 5 dates, dont la dernière sera le 16 août. Et Super. alors, souvent, ce que je fais, c'est que ce sont des gens que je connais, je leur propose, je dis, est-ce que ça vous intéresse? Et les instruments sont tellement insolites que ça les intéresse forcément. Et ces personnes-là suivaient mes dimanches musicaux. Alors ça, c'est une habitude que j'avais sur mon compte Facebook, c'était depuis le confinement, Ouais, je me où souviens. Oui. je jouais de la musique, je postais des morceaux, c'était des petits défis qu'on m'avait lancés. Et ça avait tellement plu que j'ai continué, et tous les dimanches, je jouais d'un instrument différent. Et ces personnes-là, bon, sachant que, mine de rien, on se lance dans l'aventure, mais on a quand même des munitions avec nous, on part pas comme ça, nous font confiance et nous demandent, acceptent quand je propose. Et jusqu'à présent, on n'a eu aucun refus, ce qui fait que quand on aura terminé le 16 août, notre dernier concert, on aura depuis en 1 an, en 1 an et demi, on aura fait pratiquement une dizaine de dates. Pratiquement un par mois. Oui, en ce Félicitations. moment, nous en sommes à 1 par mois, en effet. Donc en fait, votre musique influence aussi
quelque part, un certain public, certaines personnes? Est-ce que c'est la découverte de vos instruments et de votre musique qui suscite cette curiosité et cet engouement? Parce que là, on est dans l'engouement, un par mois. Oui, alors ce qui est déjà quand les gens arrivent et ils voient tous les instruments qu'ils ne connaissent pas, ils ont quand même des formes assez particulières pour certains. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons choisi de ne pas distribuer de répertoire quand on joue. Contrairement à d'autres qui donnent le répertoire, nous donnons juste la durée. Nous disons ça va durer 1 heure et demie quand c'est le format concert. C'est plus long pour le format animation musicale. Et les gens vont découvrir des morceaux qu'ils connaissent. Et ils ont peut-être pas forcément le titre en tête, mais la mélodie leur parle. Et dernièrement, le dernier concert que nous avons fait, c'était dans l'église de Cabas. Et il y a plusieurs personnes qui ont fredonné, qui ont chanté, qui ont tapé des mains. Et le public était, on va pas dire survolté, mais il y a des moments où c'était vraiment très, ils étaient vraiment en communication totale avec nous. Oui, c'est ça. Et avez-vous une anecdote du coup à nous raconter ou une expérience, quelque chose d'un peu différent, on va dire, de ce que vous avez vécu? Notre tout premier concert. Notre tout premier concert, c'était en décembre, alors à l'église de Carcès. Et on avait commencé, alors c'était cornemuse sur le parvis, et puis ensuite le public entrait dans l'église, et moi je jouais de l'orgue. Je jouais des pièces de musique baroque, je jouais du Bach, je jouais d'autres morceaux, là avec des vraies partitions de morceaux que j'avais appris. Et comme c'était en décembre et qu'il faisait très froid, le père, le curé Augustin Gemp avait mis le chauffage, ce qui était un chauffage soufflant. Et l'air chaud montait, l'orgue était en haut de l'estrade, et avec les voûtes de l'église, ça faisait tourbillonner l'air. Et en plein milieu d'un de mes morceaux, j'ai mes partitions qui se sont envolées. J'ai été obligé de m'interrompre, carrément, parce que le morceau, je ne connaissais pas par cœur. Je me suis tourné vers le public et j'ai dit est-ce qu'il serait possible d'éteindre le chauffage. Toutes mes partitions s'étaient envolées, c'était notre tout premier concert. Ouf. Mais Maya, elle a enchaîné. Ah. Oui, alors ce premier concert était quand même assez épique. Et j'attaque le dulcimer à la corde et bim, le premier morceau, une corde qui casse. Alors que bon, ça faisait quand même plusieurs mois que je m'entraînais dessus et ça ne m'était jamais arrivé. Donc la corde qui casse sur le tout premier morceau. Je ne me suis pas démontée, j'ai continué à jouer. Tant bien que mal, bon, j'ai pas pu enchaîner avec les autres morceaux. Après, le dulcimer, c'était une petite partie du concert, donc ça va, ça ne nous a pas trop dégrévé de musique. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu ces deux petites anecdotes un peu épiques, et j'aimerais en rajouter une troisième, mais qui est un peu différente, pour une note positive. Là, c'était lors de l'entraînement pour ce fameux concert. Il y avait de temps en temps des gens qui rentraient dans l'église, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entraîner à l'église. Et à un moment donné, il y avait une dame qui restait au fond et lorsqu'on a fini un morceau, Stéphane s'est approché d'elle et elle pleurait, cette dame. Elle pleurait et elle l'a regardée. Elle lui a dit mais vous imaginez pas le bien que vous venez de me faire. Et justement. Et alors, très honnêtement, on s'est dit mais on savait pas trop ce que ce premier concert allait donner, donc c'était avant. Et on s'est dit mais déjà une personne, on a touché une personne, mais ça vaut de l'or. C'était ma question justement. Est-ce que vous pensez que vous avez une influence sur le public? Tu veux répondre peut-être? L'influence, ça c'est indéniable. Je pense que c'est un peu le propre de la musique. La musique, c'est comme une langue, sauf qu'elle s'adresse direct au cœur, sans passer par l'esprit, par l'intellect, je veux dire. Et pour moi, ça dégage, ça restitue un état émotionnel. Donc c'est une transmission directe. Voilà, c'est un peu mon... Plusieurs fois, j'ai vu des personnes pleurer quand nous jouions. Bon, pas parce qu'on jouait mal, pas trop, mais en fait, c'était l'émotion. C'est l'émotion de la vibration qui touche le cœur. J'ai un de mes collègues, c'est un rugbyman, un ancien joueur du RCT de très haut niveau. C'est une armoire à glace, je vais pas dire son nom parce qu'il va me courir après, mais il était en larmes, il était au premier rang parce que certains morceaux que nous jouions vibraient vraiment. C'est comme disait Maya, c'est une musique qui s'adresse au cœur. Moi, je dirais même qu'elle s'adresse à l'âme. Certaines mélodies s'adressent vraiment à l'âme. Ça a peut-être dû arriver à plein d'auditeurs d'entendre un morceau et de pleurer sans savoir pourquoi.
Et même nous, ça nous arrive. Une fois, il y avait une répétition, on travaillait un morceau tous les deux. Je voyais plus mes notes parce que je pleurais. Parce que l'émotion était telle, c'était d'un C'est très morceau que je fort. rêvais de jouer depuis enfant. Et là, je le jouais en duo. Et c'est ça aussi qui est fort pour nous. C'est parce que parfois, ce sont des morceaux qu'on n'aurait jamais espéré jouer. Ou parce que il faut jouer, ce sont des morceaux qu'on joue à deux. Et au final, on réussit. Et c'est quelque chose qui est vraiment très émouvant pour nous. Oui, c'est exactement, je rejoins Stéphane, c'est qu'à un moment donné, c'est cette notion de communion. Alors, n'y voyez pas quelque chose de religieux. Vous pouvez y voir ce que vous voulez. Oui, d'âme à âme. Voilà, pour moi, c'est à un moment donné, on rentre en harmonie avec soi-même et avec l'autre et avec la musique. Et donc, cet effet nous transporte et génère une émotion intense, ce qui souvent nous fait pleurer. Et quel style de musique vous jouez? Alors, je dirais, en fait, on est très éclectique. Le style, peu importe. Bien sûr, ça va chercher des racines anciennes, un peu traditionnelles, un peu folkloriques, mais on a un répertoire folklorique, folklore américain, on a un répertoire folklore celtique, on peut jouer du classique et on peut jouer des musiques actuelles. Comme par exemple, on parlait de réappropriation avec Stéphane, on est parti sur un morceau de Metallica, Nothing Else, et on l'interprète Je vais écouter ça. harmonica et guitare, guitare sèche. Et c'est vrai que ceux qui connaissent le morceau n'en reviennent pas. Bon, je dis pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est une proposition, une réinterprétation. Alors forcément, c'est le Metallica au moment où ils ont arrêté de devenir intéressants. Parce que à l'origine, c'est du thrash metal. Et moi, Oui, c'est ça, c'est pour ça que parce que moi, j'ai une formation classique, mais je suis un métalleux à l'origine. J'ai joué dans beaucoup de groupes de métal. J'ai joué de la guitare électrique, j'ai joué de la basse. Et Metallica, pour moi, c'était le pur thrash de l'époque. Et vous avez des petits conseils à donner aux gens qui aimeraient soit vous rencontrer, soit apprendre, soit créer eux-mêmes leur petit duo, concert, ou aller chercher des instruments comme vous faites? Alors pour ma part, ce que je pourrais conseiller, c'est de beaucoup écouter, de rester toujours ouvert, mais surtout de beaucoup, beaucoup travailler. De ne pas avoir peur de l'effort et du travail. Enfin, moi, je suis partie de vraiment rien et je travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais bon, c'est un travail plaisir, donc ça va. Travailler, persévérer, oser y croire. Oui, oser y croire, tu as raison, c'est très important parce que j'avoue que il y a un an, si on m'avait dit tu vas donner tant de concerts, je ne l'aurais pas cru parce que c'est arriver à croire en soi, mais au départ, il faut que quelqu'un d'autre croit. Crois en vous. Voilà. Et c'est cette petite étincelle qui fait qu'après, on arrive à aller de l'avant. Comment voyez-vous l'avenir? Ma petite question finale. Avec encore plein de nouveaux instruments, plein de nouvelles dates, de nouveaux lieux. Donc et c'est surtout, un appel. C'est un appel. Ne surtout pas arrêter l'aventure parce qu'elle ne fait que commencer. Faire un crédit auprès de la banque pour acheter un van pour transporter les instruments. Parce que là, mine de rien, on commence à atteindre 12 instruments. Donc il y en a d'autres qui sont prévus. Et donc c'est ça, c'est que ce qui est intéressant aussi dans notre formation, c'est que nous avons plusieurs instruments et on alterne, on change d'instrument en cours de prestation, ce qui fait que les gens, tant qu'ils ne voient pas l'instrument jouer, ils ne connaissent pas le son et ils ne peuvent pas savoir ce que ça donne. Donc il y a aussi un attrait, et c'est pour ça aussi ce double effet de ne pas donner de répertoire, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on va jouer, ni avec quel instrument. Ce qui fait que parfois il y a des instruments qui vont rester posés sur le coin pendant un petit moment, ils se disent mais quand est-ce qu'ils le prennent celui-là? Jusqu'au moment où on va le prendre et ainsi de suite. Et tant que vous jouez vraiment à l'instinct. Alors vous êtes préparé, bien sûr, on prépare mais dans le concert, en fait, vous êtes spontané dans votre démarche. Ah, on a un répertoire, hein. On suit un répertoire, mais on ne le distribue pas. Mais Ok. on suit un répertoire et on a vraiment notre ligne de fer. Non, je voulais dire chemin de fer et ligne de route. Mais donc notre ligne de fer, c'est pas mal ça. C'est une voie. Ou la volonté de faire.
Non, l'improvisation, elle arrive parfois quand je me trompe de notes et du coup, il faut enchaîner. C'est ça. Et Ce on qui nous bidouille a- un petit truc au Ce qui milieu. nous arrive parfois à tordre un peu les morceaux, mais on retombe sur nos Ça pattes. va. tant Tant bien qu'on n'a que pas des mal. pros en face, on est Voilà. tranquille, ça passe. Le trou de mémoire, comme ça m'est arrivé C'est ça. à notre dernier concert. Il y avait un morceau, c'était moi qui commençais le morceau, j'ai eu un trou de mémoire, je ne savais plus comment je jouais. Ben, j'ai dit au public, j'ai dit excusez-moi, mais j'ai un trou de mémoire. Alors c'est ça aussi qui plaît, c'est que bon, dès le départ, nous disons que nous sommes des amateurs pour pas que les gens soient surpris ou déçus s'il y a quelques accros, mais surtout c'est que nous sommes spontanés. C'est vraiment la spontanéité. On a un trou de mémoire, ben on dit bon ben hop, il y a un trou de mémoire. C'est Et, ça. alors parfois les gens ils pensent que c'est un spectacle qui est préparé, mais en fait c'est pas du tout préparé, parce qu'on s'en passerait des trous de mémoire. Bien Mais sûr. on réagit de façon tellement naturelle et spontanée que ça passe. Puis en fait, on n'est pas là pour s'embêter. Si Oui, on fait de oui. la musique ensemble, c'est pour se faire plaisir C'est et ça. puis pour partager avec le public. On veut transmettre notre C'est ça. passion, mais sans pression, on n'a pas d'enjeu en fait, si ce n'est que pas se faire plaisir et déguster. Humainement vôtre. C'est ça. Je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Un Merci. dernier mot, allez-y. Non, j'allais dire merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite Et- un excellent concert. On est dans la mine de Cap-Garonne, au Pradé. Écoutez, je vais rester un petit peu, comme ça on fera écouter aux auditeurs quelques minutes de vos jolis concerts. On va dire ça comme ça. Avec plaisir, merci. Mm.